Cette semaine a été marquée par la publication d'une plainte contre le président de la République. L'avocat au barreau du Cameroun et du Rwanda, Anyan Levis, a saisi le tribunal de grande instance du FACO. Dans la dite plainte, datée du 6 décembre 2025, l'homme de droit accuse Paul Biya de plomber le fonctionnement de la justice en ne tenant le Conseil supérieur de la magistrature depuis 2020, tenant en suspension le sort de 867 magistrats en instance disciplinaire. Deuxième chef d'accusation contre le chef de l'État, la Haute Cour de justice en Berne, voilà 30 ans, pourtant figurant en bonne place des institutions contenues dans la Constitution, adoptée depuis le 18 janvier 1996. Dans cette même loi fondamentale, l'avocat Anyan Levis dénonce devant la justice la non-application de son article 66 sur la déclaration des biens de tous les détenteurs du pouvoir exécutif, législatif, du judiciaire, mais aussi les gestionnaires de la fortune publique. Selon cet homme de droit, la non-application de cet article 66 est l'une des principales causes de la corruption rampante dans le pays qui gangrène la société tout entière, en commençant au sommet de l'État et ses démembrements. En saisissant le tribunal de grande instance du FACO, Anyan Levis attend que la justice impose à Paul Biya le respect total et intégral de notre Constitution. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Une Semaine, un dimanche. De ce dimanche 22 février 2026, la réalisation et la mise en onde sont assurées des mains de maître de Pierre Loti. À ce micro de présentation, je suis Julienne Berbissaille. Ils sont déjà installés dans ce studio, il faut quand même le dire, certains invités dans ce studio. Xavier Bellemé du FCC, bonjour et bienvenue. Merci Julien Berbissaille de l'invitation. Bonsoir à votre traite des millions de à travers le monde. Bonsoir au militant FCC qui nous suit en ce moment. Voilà, bonsoir et merci pour l'invitation. Bonne année 2026. Ah oui, effectivement, bonne année 2026. Et, vous voyez, ça fait depuis qu'on ne s'est pas vu. Bon. C'est bien de savoir que 2026 commence et que chacun soit en bonne santé. Un autre invité qui n'est pas ici en studio, mais qui est en ligne, le professeur Moïse Tim Chouin, que nous recevons depuis la ville de Tchang, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Bon après-midi, professeur. Bien, bon après-midi, Julienne Berbissaille. Bon après-midi aux autres panélistes, aussi bien ceux qui sont déjà en studio que ceux qui vont arriver. Je salue vos millions d'auditeurs en espérant que cette émission va donner l'occasion de nous enrichir mutuellement. Bon dimanche à nous. Merci professeur. Vous restez en ligne. Sont attendus dans ce studio Sylvain Minka du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais aussi Simon Pierre Mahen, acteur de la société civile. C'est l'une des surprises enregistrées en ce début d'année 2026. L'avocat Anyan Levis Fontienala porte plainte au président de la République pour non-application de l'article 66 sur la déclaration des biens et la non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature depuis 2020. Le grief déposé au tribunal de grande instance du FACO prospérera-t-il? Élément de réponse dans ce reportage. Pour la plainte de l'avocat Anyan Levis, déposée au tribunal de grande instance du FACO contre le président de la République, au motif de non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature depuis 2020 et la non-application de l'article 66 sur la déclaration des biens, Paul Biya ne saurait être poursuivi en raison de son immunité personnelle et l'immunité que lui confère sa fonction de chef de l'État, révèlent des enseignants de droit. Ça veut dire simplement qu'en cours de son mandat, le président de la République ne peut pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Ça, c'est le principe. Mais exceptionnellement, c'est une justiciabilité qui est très encadrée et limitée sur le plan pénal. Parce que politiquement, le président est irresponsable, mais pénalement, sa responsabilité peut être engagée, mais engagée devant la Haute Cour de justice en cas de commission d'une haute trahison. Et en l'absence de la Haute Cour de justice, voilà 30 ans, pourtant censée être fonctionnelle depuis l'adoption de la Constitution du 18 janvier 1996, est la seule habilitée à juger le président de la République pour des faits de haute trahison, se pose dès lors la question de la compétence du tribunal de grande instance du FACO et la capacité d'un citoyen à traîner en justice le chef de l'État, Paul Biya. De là, il faut préciser qu'il y a un vide qui n'est pas précisé par les textes de notre pays. Parce qu'il faut encore savoir, est-ce que le citoyen est à même d'attaquer le président de la République devant les tribunaux? Les textes ne nous précisent pas tout cela. Alors, ce qu'il faut peut-être indiquer, c'est que
la justiciabilité du chef d'État ne peut être envisageable que sous l'angle d'une haute trahison. Parce que sous les autres angles, son action bénéficie, comme j'ai dit tout à l'heure, ses actions ou ses omissions ou ses décisions bénéficient d'une forte immunité personnelle et fonctionnelle. Donc, en dehors de ce cas-là, on ne peut pas véritablement engager la responsabilité pénale du chef de l'État. Et quant à la capacité du magistrat à juger le président de la République, cela n'est nullement possible en contexte camerounais, même si existait la haute cour de justice en raison du principe de séparation des pouvoirs et non dans les faits, souligne l'enseignant de droit. On vous dit que le président de la République nomme et révoque les magistrats. Donc vous convenez avec moi que ce sera bien difficile entre être juge et parti. Donc pour ma part, je pense que c'est extrêmement difficile dans le contexte camerounais et il faudrait simplement que le constituant revienne sur cette question pour des réformes nécessaires, voir dans quelle mesure, comme on l'a vu en République malgache, où le président de la République justement a été traduit devant les tribunaux pour n'avoir pas respecté les dispositions pertinentes de la Constitution. En clair, résume l'enseignant de droit Luson et Somba, la plainte de l'avocat Agnan Lévis prospérerait difficilement devant les juges du tribunal de grande instance du FACO. Professeur Tim Choi, nous allons commencer par vous. Que vous suggère cette actualité de voir un citoyen porter plainte au président de la République au Cameroun et non à l'étranger? Oui, alors donc je dis que c'est un précédent unique, n'est-ce pas, dans notre environnement politique et juridique. Il est très rare de voir des procédures engagées contre le chef de l'État, notamment pour une inertie que l'on imputerait au chef de l'État. Parce qu'il faut dire que la procédure ne présente véritablement cette originalité-là que si l'on appréhende la procédure sur le plan du droit pénal ou bien de la responsabilité personnelle du chef de l'État. Parce qu'il faut commencer par dire que le chef de l'État n'est pas au-dessus de la juridicité. Quand je parle de la juridicité, c'est plus large que la légalité, parce qu'elle intègre les normes au-dessus des lois telles que la Constitution, les traités et conventions internationaux, et tout le reste. Donc le chef de l'État n'est pas au-dessus de la juridicité, puisque dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il est tenu de respecter, n'est-ce pas, l'ordre juridique existant. Et à cet égard, les actes du chef de l'État peuvent, dans une certaine mesure, être remis en cause devant le juge administratif. C'est ainsi, par exemple, que les décrets du chef de l'État, lorsqu'ils violent les lois en vigueur, ou bien lorsqu'ils sont contraires à une convention internationale régulièrement ratifiée, ou bien lorsqu'ils violent la Constitution, peuvent être déférés devant le juge administratif qui pourrait donc annuler le décret pris par le chef de l'État. Donc, c'est pour dire que l'immunité dont le chef de l'État bénéficie, et en passant, je voudrais saluer mon très estimé, mon très sympathique collègue, le professeur Luson Isomba, dont j'ai écouté la très pertinente analyse tout à l'heure dans le cadre du reportage que vous avez bien voulu diffuser, dont je le salue au passage, pour dire donc dans le cadre du contentieux administratif, les actes du chef de l'État peuvent très bien être contestés et la jurisprudence abonde dans ce domaine. Je convie les auditeurs à rechercher l'intéressant ouvrage du professeur Salomon Bilon sur n'est-ce pas, les tendances du droit administratif camerounais, où on va très bien se rendre compte que plusieurs décrets du chef de l'État ont souvent été annulés dans le cadre du contentieux administratif lorsque ces décrets-là ont violé la légalité, aussi bien sur le plan des procédures, par exemple, ou bien que sur le plan du fond. Donc, sur ce plan-là, ce n'est pas surprenant d'attaquer les actes du chef de l'État, notamment ses décrets et ses arrêtés. Mais là, il s'agit bien des actes positifs, c'est-à-dire que des actes pris par le chef de l'État. Alors, lorsqu'on en vient maintenant au volet pénal, vraiment, pour ce que le professeur Luson Isomba a pu dire, je n'ai pratiquement rien à ajouter, parce que le chef de l'État, dans le contexte du super présidentialisme qui caractérise le Cameroun, bénéficie d'une immunité complète, n'est-ce pas, dans le cadre des actes qu'il pose en dehors, n'est-ce pas, des décrets et des arrêtés dont je viens de parler, qui sont justiciables devant le juge administratif. Sur tout autre plan, au plan pénal, au plan personnel, le chef de l'État bénéficie d'une immunité absolue, immunité aménagée par la Constitution, n'est-ce pas, qui est en vigueur, celle qui a été adoptée depuis 1996. Mais lorsqu'on sort du cadre du contentieux administratif et du cadre pénal pour lequel le chef de l'État bénéficie d'une immunité absolue, alors il faut situer la procédure engagée par l'avocat
n'est-ce pas, dans le contexte du système juridique anglo-saxon. Et il s'agit d'une procédure qui n'est ni pénale, ni véritablement en responsabilité, mais qui s'inscrit dans le cadre de l'article 18 de la loi d'organisation judiciaire du 29 décembre 2006. Alors, il faut dire que le Cameroun connaît un système bijural, c'est comme ça qu'on dit souvent, c'est-à-dire que le Cameroun a opéré une synthèse entre le système romano-germaniste dont nous avons hérité de la France, qu'on dit souvent le système civiliste, et le système anglo-saxon dont nous avons hérité de la Grande-Bretagne, n'est-ce pas, et qui fait aujourd'hui que le droit camerounais est un droit finalement hybride, qui intègre donc les influences de ces deux systèmes juridiques-là. Et donc depuis 1972, il y a eu l'ordonnance numéro 74/04 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, qui déjà à son article 16 prévoyait entre autres que le tribunal de grande instance pouvait connaître des requêtes tendant à obtenir, n'est-ce pas, à enjoindre à toute autorité d'accomplir un acte qu'elle est tenue d'accomplir en vertu de la loi. Ça veut bien dire, donc il s'agit de ce qu'on appelle l'order of mandamus. Le terme mandamus vient du latin ordonner, c'est-à-dire que mandamus veut dire nous ordonnons. Et donc c'est une injonction, alors qui est faite par le tribunal, n'est-ce pas, soit à une juridiction inférieure, soit à un fonctionnaire ou un organisme ou à une personne morale ou bien un individu, n'est-ce pas, pour le contraindre à accomplir une obligation publique impérative et non discrétionnaire. Ça veut dire qu'il s'agit de pousser les gens à agir lorsque justement ces gens, étant chargés d'une mission, brillent par une certaine inertie. Et donc vous comprenez que lorsque vous avez ainsi décrit l'ordre of mandamus, vous comprenez bien la perspective dans laquelle s'inscrit l'avocat. Il s'agit donc de demander au tribunal de grande instance du FACO d'obliger le chef de l'État à exercer des attributions que la Constitution lui impose et pour laquelle la mise en œuvre ne dépend pas de son pouvoir discrétionnaire. Maintenant, alors est-ce que la procédure a des chances d'aboutir? Je ne sais pas si vous me permettez d'embrayer, oui, parce que j'aurais beaucoup à dire par rapport à cette procédure-là. Mais voilà, j'explique donc que c'est une procédure qui est purement anglo-saxonne, dont le Cameroun a hérité depuis l'ordonnance de 72, qui a été, en 1972, Julien Bert, le champ de l'ordre of mandamus était un peu confondu avec le champ de l'habeas corpus. L'habeas corpus étant cette procédure-là qui consiste pour le juge à ordonner la libération d'une personne dont la détention est entachée d'irrégularité. Et donc, ayant été énuméré à la suite de l'habeas corpus, on pouvait donc facilement confondre l'ordre of mandamus avec l'habeas corpus. Et c'est donc pourquoi, en 1989, la révision du texte sur l'organisation judiciaire a consisté à apporter une précision de taille. Parce qu'on a maintenu la compétence du tribunal de grande instance en matière de mandamus, mais en précisant en matière non administrative. Donc vous comprenez bien que c'est la conséquence de l'influence du système romano-germaniste où on estime que l'administration ne peut recevoir d'injonction d'aucun juge. Donc parce que justement, l'ordre of mandamus tel qu'il avait été conçu en 1972 pouvait permettre justement de saisir le tribunal de grande instance pour vaincre l'inertie des autorités administratives. Donc cela rompait un peu avec le système civiliste où on estime que l'administration est à l'abri de toute injonction de la part d'une autorité judiciaire. Et donc on a introduit cette restriction-là en 1989 pour dire que l'ordre of mandamus ne s'appliquera désormais qu'en matière non administrative. Et c'est cette formulation-là qui a été reconduite en 2006 avec la loi d'organisation judiciaire numéro 2005/015, 2006/015 du 29 décembre 2006, qui dit très bien que, entre autres, le tribunal de grande instance est compétent en matière non administrative, je précise, de toutes des requêtes tendant à obtenir l'accomplissement par toute personne ou autorité d'un acte qu'elle est tenue d'accomplir en vertu de la loi. Alors vous comprenez bien que c'est une procédure. Lorsqu'on se situe dans le contexte anglo-saxon, n'est-ce pas, d'où nous est inspirée cette procédure-là, on sait que le principal débiteur, n'est-ce pas, des droits et libertés fondamentaux des citoyens, c'est l'État. C'est l'État. Et dans le contexte anglo-saxon, il n'y a pas de distinction entre le droit privé et le droit public tel qu'on le connaît dans le système francophone.
et dont le juge est investi des pouvoirs les plus étendus possibles, tel qu'il est donc capable de faire des injonctions à l'administration, y compris donc au chef de l'État qui n'est que le chef de l'administration publique. Donc, dans cet esprit-là, vous comprenez que chez les anglo-saxons, il est bien possible de vaincre l'inertie du chef de l'État en engageant une procédure de l'order of mandamus, qui donc est bien retenue dans notre arsenal juridique, mais confinée à la matière non administrative. Alors, cette restriction-là me rend un peu sceptique par rapport aux chances de succès de la procédure engagée par notre avocat, parce qu'on ne peut pas perdre de vue que l'order of mandamus, actuellement, ne prévaut qu'en matière non administrative. Et donc, on l'utilise de plus en plus aujourd'hui. Peut-être pour vaincre l'inertie des banquiers, par exemple, qui refusent de mobiliser les fonds laissés par un défunt au profit de son héritier, par exemple. Ou alors, pour vaincre, par exemple, l'abstention d'une autorité ou bien d'un organisme qui refuse, par exemple, de fournir les informations que la loi lui impose de fournir. Ou bien alors la remise des documents. Par exemple, que la loi enjoint, que la loi ordonne à une personne, par exemple, de remettre à une personne bien déterminée. Donc voilà les hypothèses où l'ordre of mandamus est mobilisé actuellement. Mais dans le domaine où l'avocat l'a engagé, je suis un peu sceptique quant aux chances de succès, parce que là, on est en matière administrative et il y aura donc déjà un problème de compétence matérielle du tribunal de grande instance du FACO. Ajouté en plus à la question de la compétence territoriale, parce que le chef de l'État, à qui l'injonction devrait être faite, se trouvant à Yaoundé, la mobilisation du Conseil supérieur de la magistrature et de la déclaration des biens devant se faire dans cette ville-là, vous comprenez que la procédure d'ordre of mandamus veut que le tribunal qui soit saisi soit de celui qui est tenu de l'obligation, soit du lieu où la mesure sollicitée doit être exécutée. Or, tout cela devant se faire à Yaoundé. Vous comprenez que la saisine du tribunal de grande instance du FACO me semble être une saisine maladroite. Et donc le tribunal, outre dans la compétence matérielle dont je venais de parler, il va se poser un problème de compétence territoriale du tribunal de grande instance du FACO. Alors, finalement, prof, avant de donner la parole à Xavier Bellemé, l'immunité personnelle et l'immunité de fonction du président de la République ne constituent-elles pas des obstacles à l'application de cette constitution du 18 janvier, Paul Biya étant à l'abri de toute poursuite judiciaire, quel que soit le délit commis par ce dernier? Bien, comme je le disais, je donnais mon commentaire spécialement par rapport à la procédure engagée par l'avocat, qui est une procédure d'ordre of mandamus, et je venais de vous dire que cette procédure souffre de deux faiblesses. Il y a déjà la question de la compétence matérielle, parce qu'on est en matière administrative, alors que l'ordre of mandamus est confiné au Cameroun en matière non administrative. Et le second grief, c'était la compétence du tribunal, la compétence territoriale du tribunal de FACO, n'est-ce pas, parce que les injonctions qui sont sollicitées s'adressent à une personnalité qui est basée à Yaoundé, et les mesures qui sont sollicitées doivent être prises à Yaoundé. Et donc, il y a également une question d'incompétence territoriale. Maintenant, revenant aux griefs qui sont faits au chef de l'État. C'est vrai, ce sont des manquements à l'exercice de ses fonctions qui, justement, caractérisent ce que les juristes considèrent comme étant la haute trahison. Parce que quand le chef de l'État ne peut plus exécuter des obligations qui lui incombent de par la Constitution, alors, c'est un cas de défaillance pour lequel son incapacité devrait être observée, ou du moins son obstination à ne pas mettre en œuvre les pouvoirs qui sont les siens, alors que cette inertie-là cause des sérieux préjudices dans les droits fondamentaux, n'est-ce pas, des citoyens, peut constituer l'acte de haute trahison. En l'état actuel du droit camerounais, l'immunité dont bénéficie le chef de l'État est assez relative, parce qu'à l'article 53 de notre Constitution, le chef de l'État est bien susceptible d'être poursuivi pour haute trahison, mais uniquement devant la haute cour de justice, comme l'expliquait justement mon très estimé collègue, le professeur Louison Issoba. Or, à l'état actuel, les mécanismes de saisine de la haute cour de justice sont très complexes, et déjà même la haute cour de justice en tant qu'organe juridictionnel n'existe pas. Donc, vous comprenez que sur le plan concret, il est impossible de mobiliser la responsabilité du chef de l'État sur la base de l'infraction de haute trahison, pourtant consacrée par l'article 53 de la Constitution du Cameroun. Donc, c'est une immunité absolue qui finalement aboutit, en fin de compte, à n'envisager aucun succès à la procédure telle qu'elle est lancée par notre avocat, Maître Agnan Lévis. Alors, merci, professeur Timtoy. Nous reviendrons vers vous dans quelques instants. Vous gardez l'écoute. Xavier Bellemé, votre commentaire à chaud que vous suggère cette actualité.
Oui, le professeur Timtio a donné une explication technique en tant que professeur agrégé de droit. Donc, mais ici, moi, je prends la parole comme un homme politique. Donc, peut-être nous pouvons avoir la même conclusion, sans toutefois avoir la même vision des choses. Nous sommes dans une dictature. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Le Cameroun est une dictature et depuis 44 ans que le président Biya est à la tête du pays tourne de la même façon. Donc, il a si bien dit, mais je pense quand même qu'un chef d'État, il y a une seule circonscription qui le liste, le territoire national. N'importe quelle juridiction dans ce territoire peut engager une action publique contre lui. Il va être une juridiction justiciable, un tribunal. Donc on peut prendre. Bon, là, c'est les techniciens, ils expliquent ça avec les sciences. Bon. Mais le problème ici, ça serait étonnant. Aucun juge, aucun magistrat, Madame Julia Bette, ne peut mettre même début, lire une plainte contre le président Biya. Et possible. Pourquoi? Même quand cela remplit les conditions telles que prévues par la loi, ça n'est pas possible. Nous sommes dans une dictature. Le pauvre juge d'autrui, il va trembler. Même son épouse va le gronder que tu vas faire quoi là-bas. C'est ça la réalité. C'est une dictature. On peut pas aller loin. Le professeur Luzon et Somba disaient dans le reportage que c'est lui qui nomme et revoque les magistrats. Mais bien sûr, il n'a pas menti. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Luzon et Somba. En même temps, je suis d'accord avec le professeur Timtio, ils sont brillants dans leur science. Mais la réalité, c'est la politique qui décide. Donc, en politique, je ne vois aucun magistrat. D'ailleurs, vous savez, le maître qui, comment vous l'appelez, vous pouvez me rappeler son nom, l'avocat qui a porté plainte. Agnan Lévis. Agnan Lévis n'est pas le premier Camerounais à poser de pareilles actions. L'honorable Jean-Michel Nietzsche, président national du FCC, en février 2004, a engagé une procédure au tribunal de grande instance de Yaoundé, de Mfundi, contre le chef d'État pour occuper pour double fonction qu'il occupait, élective, dans le président national du RDPC et président de la République. Et quand vous lisez l'article 5 de la Constitution, l'article 5 de la Constitution, les fonctions et pouvoirs du chef d'État sont définis. En principe, il ne doit occuper aucune autre fonction en dehors du président de la République. Parce qu'il doit être libre, parce que c'est lui qui représente la souveraineté nationale de la République à travers le monde entier. Donc il ne doit même pas appartenir, il ne doit pas diriger une association qui est comme le RDPC, qui est une association privée. C'est pour ça qu'ailleurs, dans d'autres pays, vous voyez, dès que quelqu'un est élu, si le président national de son parti, il démissionne. On laisse à quelqu'un d'autre gérer l'association. Parce qu'un parti politique est une association privée. Donc il saurait être président d'une association privée. Ça, c'est une incongruité. La même chose en 2004, l'honorable Nietzsche avait engagé 2 procédures au même moment contre son secrétaire général, dont le décret qui organise la présidence de la République fait du secrétaire général comme un assistant du président de la République, et donc ne saurait agir pour usurpation de fonction, parce qu'il tuait le RGPR pour usurpation de fonction parce qu'il n'est pas président de la République. Le président de la République qui a été élu, c'est M. Biya, ce n'est pas lui. Donc tout cela, aucun magistrat à Yaoundé n'a pas ouvert la requête pour regarder qu'est-ce qui était écrit. Donc c'est resté comme ça, justement parce que tous tremblent, ils ont peur, parfois à tort, parfois à raison. Donc parce que s'attaquer au chef de l'État, c'est quand même grave dans une dictature comme celle de notre pays. Très grave, c'est très risquant même pour votre sécurité. Et pour votre carrière aussi. En plus, pour votre carrière, parce que c'est lui qui vous nomme. Alors, il nous a finalement rejoint dans ce studio, M. Sylvain Minka. Bon après-midi. Merci, Serge Berthe. Merci aussi à mon copain. Je m'excuse d'abord de ce retard qui est toujours dû à toutes ces contraintes. Nous devons représenter le couleur de parti un peu partout dans les médias. Aujourd'hui, c'était un jour un peu très, très serré. C'est vrai que le programme n'a pas eu un terme assez diligent. Donc, je suis content d'être sur ce plateau et de pouvoir échanger avec vous sur la thématique ô combien importante qu'est l'actualité qui court. Alors, votre commentaire sur cette actualité? Oui, mais vous savez, comme tout citoyen, j'ai d'abord eu un regard de citoyen et maintenant, en tant qu'homme politique, je peux aussi avoir une appréhension, mais en tant que citoyen, je peux dire que
monsieur l'avocat Agnan Lévis, qui a porté plainte contre le chef d'État pour non-application de certaines dispositions de la Constitution. Mais la disposition la plus en vue est l'article 66. Il faudrait déjà qu'on sache sur le plan juridique que le chef de l'État, dans le cadre de ses fonctions, jouit d'une immunité qui a deux volets. D'abord l'immunité personnelle et l'immunité fonctionnelle. L'immunité personnelle, ça veut dire qu'il ne peut pas, dans le cadre de répondre des actes posés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, pendant qu'il est encore en fonction. Maintenant, sur le plan personnel, il est joué encore d'une immunité judiciaire, mais qui a un volet plus pointu. Ça veut dire que sur le plan des actes qu'il pose, notamment les actes administratifs, peut-être on lui peut révoquer un fonctionnaire qui est à qualité de porter l'affaire, si c'est sans lésé, de porter l'affaire auprès du tribunal administratif, et donc le magistrat peut prononcer l'annulation de cet acte. Ça rentre dans les missions réglementaires. Maintenant, pour des questions qui sont liées directement à la Constitution, et je veux vous dire aussi que l'avocat Agnan Lévis n'a pas qualité à porter cette affaire, et même l'institution, la seule habilité à juger le chef d'État, que la haute cour de justice ne peut que se saisir en cas de haute trahison. Mais dans le cas d'espèce, nous ne sommes pas dans un cas de haute trahison, mais ça décrit la non-application, donc une inertie dans le cas de l'application de certaines dispositions de la Constitution. Et vous comprendrez que l'institution, qui est la haute cour de justice, qui ne peut en commise sur pied, elle a seule à se saisir de cette affaire, ou, si nous allons encore plus loin, le Parlement dans sa majorité. Donc, l'avocat n'a pas qualité. Vous comprendrez que c'est juste un effet, en tant qu'homme politique, c'est un effet de distraction. Vous pensez que c'est une distraction? Oui, puisque ça ne peut pas prospérer sur les deux aspects que je viens de vous évoquer. Est-ce que ce qu'il dit n'a pas de sens? Mais on n'est pas dans le sens, on sommes dans la légalité et l'applicabilité. On appelle ça la justiciabilité du chef de l'État. Vous ne pouvez pas porter une personnalité devant une juridiction quand il jouit d'une certaine immunité, et d'autres, les affaires que vous portez à l'attention de la justice ne révèlent pas des institutions que vous saisissez. Donc vous comprendrez que sur le fond et même sur la forme, cette requête n'est pas recevable. Ça, c'est une analyse juridique que je viens de faire. Alors, vous dites que cette requête n'est pas du tout recevable. Nous allons repartir du côté, prendre la direction de Thiang. Professeur Tim Chouin, il y a le cas de la Haute Cour de justice dont nous parlions tout à l'heure, censé juger le président de la République en cas de haute trahison. Et au cas où surviendrait ce cas de figure, qui qualifierait l'infraction du chef de l'État et le juger en l'absence de cette juridiction d'exception, ou alors le tribunal militaire? Par rapport à la question de la haute trahison, les actes qui sont actuellement reprochés au chef de l'État sont des actes de haute trahison. Je dis bien que les actes que l'avocat Agnan Lévis reproche au chef de l'État sont constitutifs d'actes de haute trahison au regard des contours que l'on retient de cette notion-là d'après le droit positif, d'après la jurisprudence, n'est-ce pas, contemporaine. Alors, il faut déjà dire que, de par l'article 53 de la Constitution, il est clairement dit que la Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leur fonction par le président de la République en cas de haute trahison. Ça veut dire que la Constitution vise très bien le cas de haute trahison. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par haute trahison. Alors, il n'y a pas... C'est vrai qu'en matière pénale, il y a un principe majeur que l'on appelle le principe de la légalité criminelle, qui veut que les infractions doivent être clairement définies dans leurs éléments constitutifs pour pouvoir être poursuivies. Mais il y a aussi des infractions dont le sens, n'est-ce pas, est connu de tous. Et ce sens-là s'est construit au fil du temps. Et en matière de haute trahison, on la définit généralement comme un crime de déloyauté de la part du chef de l'État par rapport au serment qu'il a pris. Et la déloyauté du chef de l'État va s'apprécier au regard de l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues de par la Constitution. Et donc, à ce jour, je dis, les actes reprochés sont constitués de haute trahison parce que l'inertie du chef de l'État à déclarer ses biens, Julien Bert-Bissaï, est une violation de l'article 5 de la Constitution. Parce que l'article 5 de notre Constitution dit à son alinéa 2 qu'entre autres,
le chef de l'État veille au respect de la Constitution. Je dis bien, le chef de l'État veille au respect de la Constitution. C'est la Constitution, l'article 66, qui fait obligation au chef de l'État et à toutes et aux autres autorités de l'administration de déclarer leurs biens. Quelques jours, c'est-à-dire au plus tard 90 jours, depuis leur prise de fonction, et au plus tard 60 jours après la cessation de leur fonction. C'est la Constitution qui le dit. Donc que le chef de l'État ne le fasse pas depuis cet mandat où cet engagement a été pris, je dis on ne peut pas considérer que le chef de l'État respecte tant la Constitution. C'est donc des actes de haute trahison. M. Béhémé tout à l'heure a fait état également de l'incompatibilité visée à l'article 7 de la Constitution entre les fonctions du chef de l'État et toute autre fonction élective ou professionnelle. Mais ça, ce sont des actes de violation de ses obligations. C'est un acte d'incompatibilité. Et il vous souvient que dans mes précédentes sorties, Julien Bert-Bissaï, j'avais relevé l'ampleur, la gravité des déclarations anciennes du chef de l'État par rapport à sa déclaration selon laquelle il était le meilleur élève de François Mitterrand, un autre chef d'État. Il remettait ainsi en cause le principe de l'égalité, n'est-ce pas, des États, de l'égalité universelle des États, conformément à la Charte des Nations Unies. Parce que le Cameroun est un État souverain, au même titre que la France. Et donc, c'est une absurdité pour quelqu'un dont les obligations listées à l'article 5 constituent, entre autres, de garantir l'indépendance nationale, de se déclarer comme étant le sous-préfet d'un autre pays. Allez dire qu'il s'en va rendre compte à Emmanuel Macron. Mais c'est simplement dire que c'est le sous-préfet qui s'en va rendre compte, peut-être au préfet ou au gouverneur. Un chef d'État ne rend pas compte à un autre, Julien Bert-Bissaï. Le français a ses termes. Rendre compte, c'est présenter un rapport détaillé à une autorité à laquelle on est subordonné. Et donc, vous comprenez que ces actes-là sont des actes manifestes de haute trahison. Et lorsqu'on en continue, en lisant, n'est-ce pas, les articles 7 et 8, on va lire à l'article 8, par exemple, que le chef de l'État est le chef des armées. Mais Julien Bert-Bissaï, il ne vous est pas perdu de vue que, depuis quelques années, mais les cérémonies militaires qui, dans toute la République, sont présidées par le chef de l'État ne le sont plus. Mais c'est un manquement à ses obligations en tant que chef suprême des armées. Vous voyez? Alors, donc on peut citer la non-tenue du Conseil suprême de la magistrature est un manquement constitutionnel. C'est le chef de l'État qui est le président du Conseil suprême de la magistrature. Et d'après le statut du Conseil suprême de la magistrature, mais ce conseil doit siéger chaque année. Et le fait que ce conseil ne soit pas tenu depuis 5 ans, mais a des conséquences terribles. Parce que je vais vous citer par exemple l'article 71, n'est-ce pas, du statut général de la magistrature, qui vous dit ceci. La limite d'âge est fixée à 65 ans pour les magistrats hors hiérarchie et les magistrats de 4e grade, à 60 ans pour les magistrats de 3e grade et à 58 ans pour les magistrats de 2e et 1er grade. Mais depuis que le conseil ne se tient pas, Julien Bert, mais c'est la carrière des magistrats qui est bloquée. Et pendant que les 5 ans se sont écoulés, mais quelqu'un qui était à 53 ans va se retrouver à 58 ans. Avec les 5 années, il aurait pu glaner, il aurait pu passer du 2e au 3e grade, par exemple. Il aurait échappé à la retraite à 58 ans, pour désormais ne partir qu'à 60 ans. Donc, cette inertie a des conséquences extrêmement graves. Et elle fragilise en tout cas l'un des pouvoirs régaliens de l'État, le pouvoir judiciaire, du seul fait de l'inertie ou bien de l'incapacité d'un individu qui est incapable d'assumer les obligations qui lui incombent de par la Constitution. Donc, pour dire, au regard de la qualification des faits, je dis, les actes de haute trahison sont caractérisés. Maintenant, c'est la mobilisation de cette infraction qui est difficultueuse. Déjà, le défaut de mise en place de la juridiction. Et il n'y a pas de substitution en cette matière-là, hein, parce que habituellement, quand on a mis par exemple en place le Conseil constitutionnel, on vous a dit en attendant la mise en place du Conseil constitutionnel, ces attributions sont exercées par le Conseil, par la Cour suprême. Et tout le monde sait que la Cour suprême a bien tenu son rôle jusque-là. Alors, professeur Tinchouan, de ce Conseil constitutionnel, parce que sa jurisprudence est plus malheureuse, plus critiquable que toutes celles qui ont été rendues avant par la Cour suprême siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel. Or, pour la haute cour de justice, il n'y a pas de juridiction de substitution. Donc, l'absence de la haute cour de justice rend pratiquement impossible la mise en cause de la responsabilité du chef de l'État sur le plan pénal, parce que la juridiction n'existe pas et il n'y a pas de juridiction de substitution.
Et la procédure même telle qu'elle doit être mobilisée, je doute bien qu'elle puisse l'être, hein, parce que la procédure doit être mise en œuvre à l'initiative notamment des parlementaires. Or, avec la majorité obèse du RDPC aujourd'hui, et le poids de la discipline qui caractérise les militants de ce parti-là, je ne vois pas la hauteur que pourraient prendre les députés camerounais, à l'instar par exemple des députés sénégalais, pour pouvoir mettre en difficulté le chef de l'État. Non, vraiment, nos députés, les représentants de la nation, sont décevants. C'est-à-dire que seuls leurs intérêts les préoccupent et le sort des Camerounais ne les intéresse pas. Parce que nous avons vu en 2022 des taxes passer du simple au quadruple. On a augmenté les taxes de 100 à 400%. C'est passé au Sénat comme une lettre à la poste. Comme pour dire qu'à partir du moment où leurs avantages sont ménagés, le peuple peut aller mourir, hein, et ou alors, s'ils sont fâchés, comme le disent certains compatriotes, ils n'ont qu'à aller immigrer au Canada. Ouais, donc, en l'état actuel, je ne suis pas optimiste parce que je ne vois pas le groupe de députés, parce qu'il faut au moins un tiers. Je ne vois pas le groupe de députés ou bien l'audace du président du Sénat ou bien du Parlement pour pouvoir engager une procédure de haute trahison contre le chef de l'État, surtout qu'il n'y a pas une juridiction qui puisse le juger en l'état actuel, compte tenu de la vacuité. N'est-ce pas? Elle n'a jamais été mise en place. Merci, professeur Tim Chouang, Xavier Bellemé. Restons toujours sur l'article 66 de la Constitution, sur la déclaration des biens. On a vu jusqu'à présent ces autorités-là qui n'ont pas toujours, qui n'ont pas encore déclaré leurs biens, et ceci accentue la corruption dans le pays. Oui, le mot même corruption, Julien Bert, c'est même très, très léger. Vous savez, les détournements de deniers publics au Cameroun s'apparentent à des crimes contre l'humanité. Parce que quand un individu peut s'arroger des dizaines et des dizaines de milliards de contribuables camerounais, c'est un criminel qui peut être comparé à des nazis. C'est très dangereux. C'est pour cela que je suis d'accord avec le professeur Timtua quand il dit que le fait le fait du chef de l'État, pendant depuis 30 ans que cette constitution, depuis 1987, nous sommes en 2006 aujourd'hui, 2026. Cette constitution n'a pas été mise en pratique entièrement, est un crime. C'est une haute trahison. Et c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Il devait être traduit devant la haute cour de justice de la haute trahison. Parce qu'il a permis à ses amis du parti de voler, de spolier l'État, de nous mettre à ça. Vous savez, Julien Bert, quand on détourne un budget de développement, par exemple, qui pourrait construire un hôpital quelque part, c'est des milliers de Camerounais dans ces localités qui vont mourir faute d'avoir des soins, de bénéficier des soins de santé adéquats. Qu'un individu a pris ça à lui seul, lui et sa famille. Il en a privatisé l'argent de l'État. C'est un criminel, c'est un génocidaire. Donc le chef de l'État doit répondre à la place de cela, de ses amis du RDPC qui détournent l'argent. Donc, hier, on parlait de M. Ndondon et d'un certain Gilles Robert Roger qu'on a libéré. Comment peut-on libérer le fossoyeur de la République qui puisse bénéficier de remises de peine? À l'époque d'Aïdjo, un détournement qui était équivalent à 500 ou plus, 500 000 francs CFA ou plus, vous avez la peine à vie. C'est terminé. Vous êtes dangereux pour le pays. On vous condamne à vie. Quand vous avez la chance. Sinon, c'est une condamnation à mort. C'est quoi cette histoire que monsieur passe le temps à spolier l'argent public, qu'on le condamne à 50 ans, après on lui fait un remise de peine, 20 ans et puis on le libère. Pour ajouter de l'eau à votre moulin, Gilles Roger Bellinga, ex-DG de la SIC, qui avait été condamné à 35 ans de prison, mais cette peine a été ramenée ou réduite à 20 ans de prison. Voilà, c'est très grave. Emmanuel Ndondon, ex-patron du FECOM, condamné à 50 ans de prison, la peine a été réduite à 20 ans de prison. Voilà, et ça, c'est un gros scandale. Ça doit être un gros scandale. Pour qu'ils arrivent à voler autant de milliards sans qu'on se va passer, l'article 66, déjà la Constitution n'est pas appliquée. Donc le chef de l'État a manqué gravement à ses responsabilités. Quand il va enfin dire qu'il est venu rendre compte à son homologue français, mais c'est une haute trahison. Il devait être comparé directement à la haute cour de justice nationale. Et quand il dit qu'il est le meilleur élève de François Mitterrand,
C'est encore très grave. C'est une incongruité incroyable. Donc, à travers ces actes, il a couvert les détourneurs des deniers publics dans notre pays. Le fait qu'il n'a pas veillé à l'application de l'article 66, ça veut dire qu'il est complice de ceux qui ont détourné l'argent public. Il se rend complice. Pourquoi l'article 66, dont lui-même, en tant que chef de l'État, doit être obligé, c'est dans la Constitution de la République, ce n'est pas une loi, c'est la Constitution. Il dit qu'il est là. L'article 5 dont le professeur vient de citer là tout à l'heure, l'article 5 de la Constitution, dans la partie 2 de notre Constitution, l'article 5, alinéa 2, dit qu'il est là pour veiller au respect strict de la Constitution de la République, entre autres les missions du président de la République. Alors, en refusant d'appliquer l'article 66, à mettre sur pied la haute cour de justice de l'État, parce qu'elle ne va pas seulement le juge lui seul. Il y a d'autres personnalités qui passent là-dedans. Ça veut dire qu'il ne participe pas au fonctionnement normal des institutions de la République, du fonctionnement normal de la République. C'est une haute trahison. Je suis d'accord avec lui. Donc, il a permis à ses propres amis du RDPC. Regardez, un monsieur comme Tanakuna qui gérait la Kamwate. La Kamwate a pour mission d'apporter de l'eau potable aux Camerounais. Mais il a détourné, il s'est retrouvé en plan. On dit qu'après ça, il a négocié pour il a remis le corps du délit. Le corps du délit, c'est incroyable. C'est un criminel. C'est un génocidaire. En principe, puisque celui qui détourne l'argent, il tue beaucoup de gens qui en dépendaient. Beaucoup de citoyens dépendaient. L'argent là pouvait construire la route pour désenclaver une localité. L'argent là pouvait faire beaucoup de choses. Construire une école pour instruire beaucoup de jeunes Camerounais. Vous voyez, si on regarde la conséquence de tels actes, c'est terrible. On ne peut pas laisser autant à ces personnes qui sont passées, qui ont été reconnues coupables de tels crimes, et ces personnes bénéficient d'une remise de peine. Tout au moins devaient être condamnées à mort ou alors condamnées à vie. Vous voyez, au Ghana, là, quand Jerry Rawlings est arrivé au pouvoir au Ghana, le Ghana était tellement corrompu, voire même plus que le Cameroun. Ou alors l'équivalent du Cameroun aujourd'hui. Mais c'est parce que Jerry Rawlings a mis sur pied une loi où on a amené le jour le petit frère de son époux, son beau-frère, s'est retrouvé pris par cette loi parce qu'il était détourné, parce qu'il avait dit que un détourneur qui est pris doit être passé aux armes. On le tue, il n'y a rien à faire. Condamné à mort et on l'exécute. Parce que c'est un grave crime. Alors le jour qu'on a pris son beau, beaucoup de Ghanéens, de voleurs ghanéens, ont dit bon, maintenant on va voir comment il va faire. Puisque le beau-frère et surtout votre épouse peut vous tourner le dos au lit le soir. Il va essayer de trouver un moyen pour juger. Mais c'est lui-même avec l'arme. Jerry Rawlings lui-même a dit que tu m'as trahi, toute la confiance qu'il y avait en toi, tu m'as trahi. Il a tiré, c'est lui qui a tué le petit frère à son épouse. C'est ce jour-là que les Ghanéens ont compris qu'il était sérieux et chacun est rentré, il n'y a plus le vol. Le vol s'est arrêté. Donc, le détournement, c'est la gangrène, c'est comme le cancer dans un corps social. C'est le cancer. Ça fait en sorte que les gens n'arrivent pas à vivre. Et quelques individus trouvent leur compte, mais la majorité des citoyens vivent dans une pauvreté incroyable à cause de détourneurs. Donc, ils se vantent après les nargues qu'ils ont de l'argent, alors que ce n'est même pas leur source. Cet argent ne les appartient pas. Ils narguent les véritables propriétaires en disant que nous sommes riches, vous êtes pauvres. Tu viens et vous jettes un peu une pitance au sol, comme si vous étiez un animal. Voilà la réalité. Donc, il faut, le chef de l'État, en refusant d'appliquer la Constitution sur l'article 106, il s'est passé complice de ceux qui volent le pays et qui ramènent notre pays au stade où nous sommes aujourd'hui. Sylvain Minka, vous avez vu ces images hier de Gilles Roger Belinka, Emmanuel Ondondo, libre. Oui, naturellement. Ça, accueillis dans leur famille. En boucle sur les réseaux sociaux. Déjà, avant de faire le commentaire sur cette, moi je peux dire, ce regroupement des concernés qui ont été libérés, j'aimerais un peu revenir sur le développement du professeur Tinchouin, notamment sur la question de la haute trahison, ou alors de l'inertie du chef de l'État à tenir certains conseils ou certaines institutions, faire fonctionner certaines institutions. Il faudrait qu'il sache que la carrière des magistrats sont gérés par ceux du conseil et que la tenue d'un conseil de la magistrature ne met pas, la non-tenue du conseil de magistrature ne met pas
une interruption ou d'abord une pause à la continuité de la carrière des magistrats. Donc, quel que soit le jour où le conseil va se tenir, si un magistrat de premier grade devait être à date passé au deuxième grade, si son dossier, puisqu'ils ont un dossier disciplinaire sur la base desquels ils sont notés, si son dossier, parce qu'il y en a qui sont recalés aussi, ce n'est pas un avancement systématique, mais il est systématique au cas où vous fonctionnez et où votre dossier est bien clean. Donc, si le conseil se tient dans 4 ans, 5 ans, et qu'entre-temps vous êtes passé au grade supérieur, on vous accorde vos grades. Et s'il décède? Oui, il aura attendu en vain. Oui, mais il serait en fonction et qu'il aurait son grade et il serait toujours décédé. Donc la mort est quelque chose d'imprévisible. Maintenant, pour revenir sur la haute trahison, je ne sais pas, est-ce que le professeur Tintuel lui m'a dit, quand je suis temps, il a dit qu'il n'a pas donné le contenu. Mais par contre, la haute trahison a un contenu. La haute trahison, quand on parle de trahison, et c'est des questions qui relèvent essentiellement de l'apport, quand le chef d'État porte atteinte à la sûreté de l'État. Ou alors que peut-être, bon, je peux dire ça à terre pour que les auteurs ne comprennent. Le chef d'État peut être peut-être en coaction ou alors en complicité, en intelligence avec peut-être des forces extérieures, des puissances extérieures pour peut-être vendre notre sous-sol ou alors peut-être nous vendre des secrets d'État ou de sécurité nationale. Donc, voilà un peu des questions qui relèvent de la haute trahison. Mais il ne peut pas dire que la non-tenue ou alors la non-application de certaines dispositions ferait office de haute trahison. Ça veut dire qu'il n'a pas réellement compris la substance de ce qui concerne la haute trahison. Elle relève essentiellement des actes qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Et dans la sûreté de l'État, il est un grand juriste, il sait ce que c'est quand on parle de sûreté de l'État. Maintenant, pour parler de l'actualité, ou alors des peines qui ont été revues, parce que vous l'avez si bien dit, nous avons connaissance qu'ils ont été condamnés à des peines assez lourdes. Maintenant, avec la nouvelle loi mettant en place le tribunal criminel spécial de 2000, je crois que c'était en 2008, 2009, que le TSS a été mis sur pied, justement pour connaître, pour juger des crimes économiques et des détournements. Les premiers scandales qui ont eu lieu en temps, la loi étant pas rétroactive, je pense que le chef de l'État a pensé que le contenu, parce qu'il avait mis maintenant le corps des délits s'il était remis, on peut examiner la possibilité de vous mettre en liberté ou pas. Je crois que c'est dans cet esprit qu'après avoir purgé peut-être 20 ans et peut-être ayant payé certains, on appelle ça, certains dépens, le juge a pensé, parce qu'il a la souveraineté de juger l'opportunité de mise en liberté. Je pense que c'est le cas de Jean-Gilles Roger Bilinga et M. Emmanuel Ondondong. Donc la justice étant indépendante, elle peut se prononcer, elle peut examiner le dossier ou le cas par cas, et voir qui peut avoir la peine la plus lourde, ou alors comment est-ce qu'aménager les peines, puisque c'est prévu par la Constitution, les juges peuvent aménager une peine. Ce n'est pas parce qu'on a dit 50 ans de réclusion que vous ne pourriez pas peut-être bénéficier d'une remise de peine ou alors d'un réaménagement de votre peine, puisque les avocats sont justement là pour ça. On peut te condamner aujourd'hui, peut faire appel, rester en justice, et puis le dossier revient sur un autre juge qui va examiner, le juge d'appel, voir, lui justement, voilà, compte tenu de la peine qu'il a déjà purgée et ce qui a été fait, ou peut-être payé, on pense qu'il pourrait être libéré. Et ça, c'est en âme et conscience que le juge le décide. Mais est-ce que cette méthode-là n'encourage pas? Est-ce qu'elle ne vise pas à encourager la corruption, les détournements de deniers publics? 20 ans ou 30 ans de prison, ce n'est pas assez coercitif pour amener les gens à ne plus détourner. Non, voyez-vous, nous sommes c'est insuffisant. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où le chef d'État a voulu amener les populations à comprendre que la démocratie, certes, elle n'est pas peut-être le modèle le plus idéal en Afrique. Peut-être il faut un peu avoir la main un peu rigide, en même temps donner un peu de carotte et un peu de bâton. Mais ce n'est pas pour dire que si un citoyen lambda ou alors un responsable a commis un crime économique, qu'il est établi qu'il a commis un crime, peut-être qu'il passerait à la peine de mort. Non, la peine de mort est abolie au Cameroun. Il y a des peines pénales, il y a des peines comme celles qu'ils ont écopées. Et on en a vu qui ont remboursé le corps du délit, qui ont été libérés. Ça, tout ça est prévu par la loi. On n'a pas inventé.
Donc, mais maintenant, l'opinion est-ce que ça n'encourage pas? Non, moi, je pense que c'est assez coercitif même, ces peines-là. Mais vous dites encourager. Vous ne savez pas qu'il y a des gens il y a des gens qui sont même prêts à voler et sachant qu'il va mourir, mais ils volent, mais c'est qu'on va le tuer. Donc, vous ne pouvez donc pas dire que parce qu'on n'a pas assez aménagé les peines qu'il faut continuer à voler. D'autres aussi, en ayant cette idée dans la tête que, OK, il détourne de l'argent, il a arrêté, il va en prison, il remet le corps du délit, il sera libéré. Ça va encourager d'autres personnes à faire la même chose. Si déjà vous avez remis le corps du délit et que vous avez quand même purgé une peine, je crois que c'est déjà une sanction. On n'a pas laissé prospérer la forfaiture. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait un regard figé sur les individus. Mais il faut qu'on comprenne qu'avant d'être un individu, on est un citoyen qui a aussi des droits. Chaque citoyen a des droits fondamentaux. Ça veut dire le droit à la liberté, le droit à la vie. Donc si le juge a pensé qu'ils ont purgé 20 ans de prison, respectivement, et qu'ils ont payé les dommages et les dépenses auxquelles ils sont condamnés, il peut les libérer. Je crois qu'on ne va pas faire un procès à la justice qui, je pense, est plus aguerrie et plus habilitée à juger qui doit être libéré ou pas. Voilà, c'est mon commentaire. Alors, nous allons prendre la direction de la ville de Thiong. Professeur Tim Chouin, parlons du Conseil supérieur de la magistrature qui ne se tient pas depuis 6 ans déjà. En raison de l'indisponibilité du président de ce conseil, qui n'est nul autre que le président de la République, le chef de l'État, Paul Biya. Ce dysfonctionnement non seulement paralyse la justice, censée être rendue au nom du peuple, mais elle est désormais en panne par la volonté d'un seul citoyen, fut-il le président de la République. Oui, permettez que j'ouvre encore mon micro. Bon, Juliette Berthe, j'ai très bien entendu votre question. Je vais y répondre. Mais avant, vraiment, permettez-moi de réagir par rapport au propos du second panéliste là. Monsieur Minka. Je ne sais pas quelle est son obédience politique, mais je sens bien qu'il est du RDPC. Voilà, et moi, ma mission, l'une des missions que je me suis donnée, c'est de mettre un terme à l'esbrouffe permanente que les communicants du RDPC essayent dont ils inondent notre pays. Parce que c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont tendance à se donner une expertise qu'ils n'ont pas, et puis ils se donnent le toupet, n'est-ce pas, de reprocher un professeur agrégé, n'est-ce pas, qui est dans son domaine. Mais qui nous a amené dans le mandat impératif, là. Qu'en est-il aujourd'hui? Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Mais qui nous a amené dans un procès... Je suivais encore l'autre jour le professeur Ronan Guini. Mais vous avez fui le débat. Nous dire que les lois qui ont encadré le mandat des responsables des entreprises, n'est-ce pas, violent la Constitution. Et vous savez très bien que la pyramide juridique a pour but de donner une certaine convergence entre les différentes lois de la hiérarchie. Nous parlons là de Conseil supérieur de la magistrature ou bien de la Haute Cour de justice. Vous voyez bien que la Constitution a bien consacré la possibilité de juger le chef de l'État. Mais on est paralysé par quoi? Par le fait qu'un décret n'a pas nommé les personnes qui sont chargées de siéger là-dessus. Un simple décret paralyse la Constitution. À ce niveau-là, vous êtes content de dire qu'on ne peut pas juger le chef de l'État. Mais quand maintenant les textes ont très bien précisé les modalités par lesquelles le chef de l'État doit exercer des fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que seul responsable pour nommer les responsables civils et militaires, vous trouvez que la loi ne peut pas venir limiter les pouvoirs que la Constitution a donnés au chef de l'État. Arrêtez avec cette espouf-là. Je ne vous le permettrai plus. De l'autorité scientifique dont je me prévaux, je ne vous laisserai plus dire n'importe quoi. Parce que vous embarrassez notre pays, vous créez du grabuge, sous le prétexte, n'est-ce pas, de pouvoir tenir certaines sciences. Et donc, revenons donc maintenant aux deux propos que vous avez tenus. Le Conseil supérieur de la magistrature, cela vous réjouit, parce que vous n'êtes pas magistrat, monsieur. J'ai plein d'étudiants dans la magistrature, j'ai plein d'amis là-dedans. Quand on vous demande si le magistrat peut mourir en tout temps, vous dites non, c'est pas un problème, il va toujours mourir. Mais est-ce que vous imaginez le préjudice que les magistrats peuvent subir du fait de la non-tenue depuis 5 ans du Conseil supérieur de la magistrature? Je dis, un magistrat qui aurait pu évoluer normalement, qui aujourd'hui devrait se retrouver par exemple au 4e grade, n'aspirera plus par exemple à accéder à la Cour suprême, simplement parce que même en reconstituant sa carrière, il n'est pas su qu'on... Parce qu'en le nommant, peut-être l'âge de la retraite est déjà accompli. Ça ne vous dit rien. Vous estimez que c'est un détail. Alors, maintenant, par rapport donc à la notion de haute trahison, monsieur, vous avez les moteurs de recherche. L'intelligence artificielle est là aujourd'hui pour vous permettre d'avoir une notion rapide, une appréhension rapide de certaines notions. Quand vous tapez dans la notion de haute trahison, je vous dis, il y a une différence entre un concept général et une énumération.
Je vous parle là de l'autorité scientifique dont je me prévaux. Et je dis, donc, ayant tapé la notion de haute trahison, il y est bien dit. La haute trahison est un crime politique grave, commis par un dirigeant, généralement un chef d'État, qui viole son serment, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que le chef de l'État a respecté le serment qu'il a tenu récemment le 6 novembre, depuis qu'il est là à 43 ans? Donc, voilà la notion, voilà le sens général de la haute trahison. La violation de son serment, qui viole son serment, trahit la confiance de la nation ou porte atteinte à la sûreté. Ça, c'est votre contenu. J'ai un autre contenu ici. Notamment, écoutez, quand on dit notamment, ça veut dire que c'est une énumération indicative. Il s'agit notamment d'une déloyauté extrême on dit comme l'intelligence avec l'ennemi ou la cession du territoire. Mais monsieur, est-ce que vous êtes conscient de ce qu'on appelle l'égalité souveraine des États? Je l'ai dit ici. Qui est un principe consacré à l'échelle universelle par la charte de l'ONU. Le Cameroun, en tant qu'État souverain, il n'appartient pas à Paul Biya de remettre en cause son indépendance en allant faire allégeance à un autre chef de l'État. Il n'a jamais fait allégeance. Il n'a jamais fait allégeance. Je ne sais pas ce que vous mettez dans allégeance, professeur. Je suis désolé. Ça, c'est un terme qui n'a pas sa place. Il n'y a aucune allégeance à faire. Quand il a dit que je suis parti rendre compte à Macron, il n'a pas fait allégeance. Encore sur vos moteurs d'échelle et vous nous donnez le contenu d'allégeance. Qu'est-ce qui est fait lors d'une allégeance, s'il vous plaît? Puisque vous avez donné un contenu sur la haute trahison, moi je vous en donne aussi un autre ici. Est-ce que vous voulez nier que le chef de l'État... La notion de peut être liée à des actes de complot contre la sûreté de l'État ou des manquements graves dans la gestion des ressources. Vous le niez? Un chef d'État en fonction, on peut le dire à l'égard de quelqu'un qui est décédé. Comme pour dire que vous épousez sa philosophie. Je peux me revendiquer d'être le meilleur élève de Nelson Mandela ou de Sankara. Il n'est plus vivant pour me faire des injonctions. Mais quand vous le dites devant une autorité qui est présente, ça veut dire que vous vous mettez sous sa botte. Et vous vous rendez ça, c'est votre interprétation. Étant le chef d'un État, monsieur, c'est la violation de l'article 5 de notre Constitution, qui dit très bien que le chef de l'État est le garant. Il veille au respect de la Constitution et il est le garant de l'indépendance nationale, monsieur. Notez bien ça. Il est le garant de l'indépendance nationale. Mais où est-ce que l'indépendance a été mise en question? C'est que c'est celui qui doit se battre au quotidien pour mettre le Cameroun au même niveau que la dit la France. Mais bien sûr, Mitterrand était président de la République. Mais s'il dit qu'il a été le meilleur élève de Monsieur Mika, laissez de faire les groupes. Écoutez les leçons du professeur. Ça veut dire que c'est le... Monsieur Mika, écoutez, il faut comprendre. Non, il a laissé ça. Monsieur Mika. Monsieur Mika. Quand on peut parler de souveraineté, quand on fait allégeance à une autre puissance, mais pas à un individu. Monsieur Mika, souffrez d'écouter le professeur Tim Join. Allez-y, professeur. Ce n'est pas une leçon au magistrat. Nous ne sommes pas dans une amphi. Moi, je dis, s'il a dit meilleur élève de Mitterrand est un individu. Il n'a pas dit qu'il est le meilleur élève de la France, mais le Cameroun serait la meilleure ou le meilleur élève de la France. Je suis désolé. Et c'est là où la notion de souveraineté peut être questionnable. Il est allé rendre compte d'une mission de pacification du Cameroun à un autre chef d'État. Mais c'est dans le cadre d'une médiation qui a été entreprise. Quelle médiation? Et c'était des questions qui relevaient déjà de l'égard externe de certaines puissances. Oh, dis donc. Nous sommes dans un principe universel. Et c'est international. Nous vivons dans un monde international. En tout cas, défendez votre chapelle. Nous sommes pas en vase clos, monsieur. Donc, défendez votre chapelle. Vous avez des votes de président naturel. Il y a des termes qu'on n'utilise pas lorsqu'on est à un certain niveau. C'est vous qui interprétez ces termes. C'est vous qui interprétez. Mais permettez-moi de parler, monsieur. Erronée. Je vous mais en vous prie. aurez le temps de parole. Permettez-moi de parler. Allez-y, professeur. Allez-y, professeur. Vous dites d'autorité de science, mais non. Ça, c'est pas la science. Je dis que... Vous faites de l'interprétation dans l'esbrouf. Comme vous l'avez si bien fait avec le mandat impératif. Où en sommes-nous aujourd'hui? S'il vous plaît, on se calme, monsieur Mika, on se calme. Monsieur, vous avez les moteurs de recherche, vous avez l'intelligence artificielle à portée. Voilà ça que vous pouvez taper ce que signifie rendre compte. Rendre compte en français. Voilà ça ici. Oh là là. Je dis rendre compte en français veut dire aller présenter un rapport à une autorité à laquelle on est subordonné, monsieur. Ça, c'est encore confirmé la remise en cause de l'indépendance souveraine de notre pays. Vous comprenez? En violation de l'article 5. On ne peut pas consulter. Quand on est indépendant, on ne consulte pas. Monsieur, je dis, en diplomatie, il y a des termes qu'on utilise. On peut dire, je suis allé discuter, je suis allé échanger. Il y a des termes comme discuter, on ne peut pas dire rendre compte. Parce que je vois, ça va dans tout ça. Vous avez l'interprétation du droit. Écoutez, qui ne sont pas dans Monsieur Mika, vous aurez votre temps de parole. Écoutez le professeur Tim Join. Monsieur Mika, nous parlons en français. Et je dis en français, rendre compte n'a pas deux instances que aller présenter un rapport à une autorité dont on dépend. Et je dis, dire à un autre chef d'État qu'on est allé lui rendre compte,
c'est ravaler notre pays à la dimension d'une sous-préfecture par rapport à la France. Oui, donc retenez ça comme ça. Parole d'un professeur, je vous le dis. Alors maintenant, pour revenir à votre question, Julien Bert. Oui, non, la non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature a des conséquences extrêmement graves. Vous l'avez dit, cela paralyse justement l'efficacité de la justice parce que un magistrat qui n'a pas la sérénité psychologique pour assumer l'indépendance dont il bénéficie, mais vous comprenez qu'il peut humainement être tenté, n'est-ce pas, d'exprimer sa colère dans les dossiers pour lesquels il doit pourtant garder le sang-froid. Donc, vraiment, cette non-tenue-là est extrêmement grave. Et je vous relevais déjà l'article 71, n'est-ce pas, du statut de la magistrature qui fixe les âges de la retraite en fonction des grades. Oui, M. Mika nous a dit qu'on peut reconstituer la carrière des gens. Mais si on reconstitue, on vous met... c'est-à-dire que l'âge de la retraite est déjà accompli. Vous comprenez que la progression n'est plus possible. Alors que vous aurez bien pu aspirer, n'est-ce pas, à meilleure situation, si entre-temps, les choses étaient tenues dans les règles là. Alors, comme M. Minka considère que la non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature n'est qu'un détail, je dis que c'est un manquement à une obligation constitutionnelle. Et c'est une autre trahison. Alors, qu'est-ce qu'il dira? Je lui renvoie la question. Qu'est-ce qu'il dira du fait que le chef de l'État se fasse remplacer? Il y a des domaines où, dans une république, on ne se fait pas substituer. Dans le domaine de l'armée et de la diplomatie. Alors, quand le chef de l'État n'assiste plus depuis quelques années à la sortie des officiers de l'armée, il a délégué à qui? Est-ce qu'il sait que l'article 8 fait de lui le chef suprême des armées, qui est chargé en tant que tel de présider lui-même toutes les cérémonies intéressant les hauts gradés de l'armée? Ça ne se fait pas. Quand on dit que le chef de l'État accrédite les ambassadeurs et tout ça, l'actualité de notre pays nous rappelle, nous a quand même rendu compte de ce que des audiences avec les ambassadeurs se sont tenues à la présidence, non pas avec le chef de l'État, mais avec ses collaborateurs. Ça, c'est des délégations qui, en République, sont inadmissibles. Je dis, nos compatriotes du RDPC doivent avoir l'humilité de conseiller au chef de l'État de faire comme son prédécesseur. Paul Biya nous montre qu'il est fatigué. Il n'est plus en état de capacité d'exercer ses fonctions. Pour l'amour du pays, la démission est également prévue dans la Constitution. C'est d'ailleurs, il est l'un des bénéficiaires de ce mécanisme-là. Il peut offrir ça aux Camerounais aujourd'hui, vraiment pour sauver notre pays. Parce que le blocage dont vous faites état, Julien Berthe, mais il est senti à tous les niveaux. Nous parlons de la magistrature, mais à l'université, dans les sports, on ne sait jamais quand la Coupe du Cameroun se joue. Mais est-ce que ça se faisait comme ça? À l'ère d'Aïdjo, au démarrage du championnat, on savait quand la Coupe du Cameroun va se jouer. Aujourd'hui, personne ne sait quand ça va se jouer. Et c'est le chef de l'État en personne qui présidait toutes les cérémonies. Parce que la finale nationale de football est l'occasion de la communion entre le chef de l'État et le peuple. N'oubliez pas que le chef de l'État incarne la nation tout entière. Et on vous dit qu'il est le garant de l'unité nationale. Le tribalisme qui gangrène tous nos milieux, ce n'est pas un acte de haute trahison aux yeux de M. Mika. Ce n'est pas un manquement à l'article 5 de la Constitution. C'est vous. Le tribalisme est devenu institutionnel. Vous comprenez? Tout le monde... Il y a des invités qui sont sur les panels à Yaoundé tous les jours pour venir stigmatiser des populations camerounaises. Le chef de l'État, ça ne lui dit rien. Monsieur, par rapport à sa qualité de garant de l'unité nationale, c'est un manquement constitutionnel. Et je dis, oui, mais c'est réprimé par la loi. La haute est une déloyauté envers la nation, monsieur. C'est un manquement à son serment. Parce que dans son serment, il promet de garantir l'unité nationale. La guerre est là. L'article, quand on dit qu'il est garant de la sécurité intérieure, monsieur, la guerre du Nord, elle nous fait plaisir. Aucune initiative pour mettre un terme à ça. C'est pas la sécurité intérieure, ça. Ça ne vous intéresse pas, monsieur. Qu'un pays soit en guerre depuis 8 ans aujourd'hui, ça ne vous dit rien. Et vous estimez qu'il n'y a pas haute trahison. Je dis, les faits de haute trahison sont incontestables. L'obstacle qui empêche de la mobiliser, c'est seulement le fait que le tribunal compétent pour connaître de cette infraction n'existe pas. Et les modalités de mobilisation de la poursuite ne sont pas acquises avec la majorité obèse du RDPC et l'absence et la couardise, ou bien l'absence d'audace qui caractérise les députés et les sénateurs du RDPC. Voilà le seul obstacle. En tant que juriste, je ne peux pas dire que le fait que les actes de haute trahison soient caractérisés oblige aujourd'hui à engager. Non, on ne peut pas. Sur le plan technique, les mécanismes pour mobiliser la poursuite du chef de l'État pour haute trahison n'existent pas. Mais on ne peut pas nier que le chef de l'État est coupable de plusieurs actes de haute trahison et les illustrations les plus parfaites sont la montée en puissance du tribalisme pour laquelle il ne fait rien, la dévolution des pouvoirs régaliens tels que les manifestations concernant l'armée, la diplomatie à des collaborateurs. Je dis,
l'affirmation en Mondovision de ce que le Cameroun n'est qu'une sous-préfecture de la France. Et il ne l'a pas dit à une seule occasion, il ne l'a pas dit à deux occasions, il l'a dit à tous les présidents, à l'égard de tous les présidents successifs qui sont multipliés en France. Lorsqu'on est chef d'État, on ménage aussi son vocabulaire. Il y a des termes qu'on ne dit pas dans le cadre de la diplomatie. Parce que cela réduit votre pays à une sous-préfecture, remettant en cause l'indépendance nationale et embarrassant le principe de l'égalité souveraine des États. C'est ce qu'on doit retenir. Merci beaucoup. Merci, professeur Tim Chouin. Vous avez bien aimé, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais dire que voici ce qu'il y a parlé de la haute trahison. Je vais lire, c'est pas beaucoup, je lis l'intégralité. La haute trahison d'un chef d'État est un crime majeur caractérisé par une déloyauté extrême envers la nation, comme des atteintes aux intérêts fondamentaux, l'intelligence avec l'ennemi, ou la violation de la Constitution. Elle entraîne des procédures de destitution ou de poursuites pénales, souvent devant une haute cour, sanctionnées par la déchéance du mandat et de lourdes peines, parfois l'emprisonnement à vie. L'extrême déloyauté, acte de trahison commis envers le pays, le gouvernement ou les institutions. Intelligence avec l'ennemi, souvent associée à la trahison de politique ou militaire, violation de la Constitution, atteinte à l'indépendance ou à la souveraineté du genre. Je suis venu rendre compte au président français. Ça veut dire que le chef de l'État d'un pays va dire qu'il est parti rendre compte à un autre, à son homologue, qui est censé être son homologue. Il le rend compte, il est son patron. Donc voilà autant de oui, c'est-à-dire que ça viole la Constitution de la République. Donc quand il refuse de l'appliquer, non, attendez monsieur, vous aurez le temps. Non, il ne faut pas qu'on rende ce plateau un plateau de ping-pong. C'est un sérieux plateau. Equinox Radio, c'est une radio très sérieuse. Donc laissez-moi je parle et comme ça vous viendrez arranger avec vos propos mots. Nous savons que vous avez la science infuse dans l'ORDPC. Excusez-nous. Laissez-nous, on fait le mieux. Allez-y. Donc, le fait de refuser d'appliquer une partie de la Constitution de la République est une violation grave de celle-ci. C'est une haute trahison. C'est ce qu'il nous dit. Un, il n'a pas mis sur pied la haute cour de justice qui doit juger les chefs d'État et autres commis de l'État, pas seulement lui seul. Deux, le refus de l'application de l'article 106 pour protéger la fortune publique est une haute trahison. C'est une violation de la Constitution. Donc c'est une haute trahison. Voilà autant des actes publics, M. Mika, que vous devez le savoir. Bon, je sais que vous devez défendre votre chapelle, c'est votre droit, c'est normal. Sachant que c'est grave, mais vous devez faire semblant que c'est bon. Je vous comprends, personnellement, moi je vous comprends. Hein. Donc, mais là c'est grave. Donc le chef de l'État, Paul Biya, les actes qu'il a posés depuis là, sont des actes de haute trahison. Le refus d'appliquer l'article 106. Hein? Le refus de mettre sur pied la haute cour de justice de l'État. Voilà autant des actes qui violent la Constitution de la République. Vous n'allez pas être contre. Au moins les auditeurs qui nous suivent savent que nous disons quelque chose de vrai. Donc, maintenant, il est encore plus grave encore maintenant où c'est normal à son âge qu'il soit fatigué à ce point. Personne ne l'oblige d'être président de la République. Il a dit qu'il va être chef d'État. Autant donc qu'il remplisse entièrement sa responsabilité en tenant régulièrement les conseils de la haute, le conseil de la magistrature suprême. Donc, il ne les tient pas. Vous-même, vous venez de dire que ça fait 5 ans. Ça veut dire qu'il ne gouverne plus le pays, il ne travaille plus. On lui paye pour rien. Il ne travaille plus. Quand peut-être vous avez un domestique chez vous, quand la domestique ne vient pas, est-ce que vous allez lui payer le salaire ce mois-là? Non. Donc, ça peut être... Si c'est un salaire qui est automatique et que le domicile continue à l'avoir, vous pouvez poursuivre cette domicile plus tard pour détournement de deniers, de votre argent, qu'elle a été payée pour rien. Madame Bette qui est ici, si elle n'est pas malade et qu'elle ne vient pas au travail, on va lui couper son salaire à la fin du mois. Le PDG de cette entreprise ne va pas lui payer ça. Donc, cela va de soi. S'il a nommé un DG, il va avoir de pouvoir avec DG le poursuivre pour indolence. Que le même DG ne travaille pas. On ne paye pas quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, voilà autant de choses.
Comment depuis 5 ans, vous avez dit, depuis 5 ans, le chef d'État est présidé par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il ne travaille pas. Depuis 5 ans, il ne tient pas le conseil ministériel. Depuis 7 ans même. Il travaille encore? Non. Moi, je vois qu'il y a un problème. Nous tous ici ensemble, nous voyons qu'il y a un problème. Donc, il doit travailler pour qu'on lui paie son salaire à la fin du mois. Il ne peut pas, chaque mois, il ne peut pas percevoir son salaire quand il n'a rien fait. Voilà autant de choses. Donc, le fait de ne pas avoir appliqué l'article 6 de la Constitution 66 pour protéger la fortune publique est une haute trahison, monsieur. Et c'est écrit, on dit, la haute trahison, c'est la violation de la Constitution. Donc, tu n'appliques pas l'article 66, c'est une violation de la Constitution. Lui-même est président de la République depuis 1996, il n'a jamais déclaré, c'est bien. Alors que c'est lui qui doit être le premier à déclarer tout ce qui gère la fortune publique. Nous sommes arrivés presque au terme de cette émission dominicale, mais il faut quand même préciser, Sylvain Minka, qu'il a fallu 17 ans pour mettre en place le Sénat en 2013. La décentralisation 23 ans après, avec l'entrée en vigueur du Code général des collectivités territoriales décentralisées, les conseils régionaux qui sont arrivés en 2020, la Haute Cour de justice en attente depuis 30 ans. Cette éternité à mettre en place tous ces organes dits modernes ne crée-t-elle pas finalement un dysfonctionnement institutionnel qui fragilise et paralyse la bonne marche de la nation? Oui, avant de venir sur votre préoccupation, il faudrait qu'on sache que la fonction présidentielle est marquée de ce qu'on appelle l'irresponsabilité politique. Ça veut dire que les actes que le chef d'État pose dans le cadre d'exercer ses fonctions sont insusceptibles d'être poursuivis, sauf en cas de haute trahison, comme on l'a si bien dit là qu'il engage sur le plan pénal. Mais maintenant, le contenu de ce qu'ils mettent dans haute trahison, moi, il a développé, le professeur, hein, ça l'engage. Mais nous, moi aussi, à ma piètre qualité de juriste que je suis, le contenu de la haute trahison touche essentiellement les questions de sûreté de l'État. Vous ne pouvez pas assimiler la non-tenue d'une réunion ou la non-tenue d'un conseil ou le fonctionnement d'une institution à une haute trahison. Dites-moi là, sur le plan juridique et même stratégique contextuel, où est-ce que la sûreté de l'État est menacée? Ça, je veux le savoir. Il n'a pas pu le démontrer. Il a porté sa théorie, moi j'ai appelé ça une théorie d'interprétation langagière présidentielle. Moi, je vous le dis, s'il peut nous démontrer où est-ce que la non-tenue du Conseil supérieur à la magistrature était constitutif de haute trahison, ou alors de porter atteinte à la sûreté de l'État. Moi, je ne sais pas où il peut nous le démontrer. Maintenant, vous l'avez si bien dit, les institutions sont en train d'être mises sur pied. Vous avez cité certaines qui ont été mises sur pied. Mais sachez que quand on dit, tu as fait la non-application de la Constitution et quoi? Ça veut dire que ce que la Constitution a prévu, vous avez fait le contraire. C'est en ce moment qu'on peut parler que vous n'avez pas respecté la Constitution. Mais si vous n'avez pas fait le contraire, ou alors vous êtes resté inerte, on ne peut pas vous dire que vous avez enfreint à la Constitution. Parce que vous n'avez pas fait ce qui est contraire à la Constitution. Soit vous ne l'avez pas fait, soit vous avez fait le contraire. Et dans le cas où vous ne le faites pas? Mais je vous dis que la fonction présidentielle est marquée de l'irresponsabilité politique. Ça veut dire qu'il ne répond pas à des actes politiques tant qu'il est en fonction. Vous devez le comprendre. Ça, c'est une théorie. Peut-être parce que le professeur n'est pas un publiciste puriste. C'est pour ça qu'il y a certaines notions qu'il essaie d'analyser de manière générale. Parce que, vous savez, le droit, quand il s'agit d'interpréter les institutions, il faut avoir des compétences sur le plan du droit public. Donc, l'irresponsabilité politique veut tout dire. Ça veut dire que qu'il ait posé un acte ou qu'il ne l'ait pas posé, il est irresponsable. Il n'en répond pas, sauf, c'est clair la question, sauf en cas de haute trahison. Maintenant, il faudrait que les institutions habilitées se saisissent et constatent cette haute trahison. Nous avons la Haute Cour de justice qui n'est pas encore mise sur pied, malheureusement. Nous avons le Parlement. Mais le Parlement, dans sa majorité, elle est, et le président est de la majorité. Donc, sur le plan même éthique et même puriste, vous ne verrez pas le Parlement se saisir sur des questions de haute trahison, et surtout qu'il n'y en a aucune qui a été constatée en l'espèce pendant que nous sommes.
Mais si vous avez déjà des actes de haute trahison qui sont la non-tenue du Conseil supérieur, laquelle il a violé la Constitution en faisant quoi? Mais donnez-nous, qu'est-ce qu'il a posé comme acte qui a violé la Constitution? La non-application. Non, quand on dit que tu as violé une loi, ça veut dire que tu as posé un acte. C'est l'acte qui déclenche l'infraction. Mais ça, c'est des théories basiques du droit. On ne veut pas dire que vous êtes en infraction quand il n'y a pas l'acte constitutif de cette infraction. Quel est l'acte constitutif des infractions? Bon, je ne suis pas juriste. Vous avez dit que vous êtes juriste, non? Je dis que quel est l'acte constitutif de l'infraction de haute trahison? Vous avez dit que vous êtes juriste, non? Bon, quand quelqu'un... Vous avez dit que je ne vous coupe pas. Vous avez dit que je ne vous coupe pas. Ne me coupez pas et laissez-moi développer. Non, laissez-moi développer. Je vais vous poser une question. Dites-moi quel est l'acte constitutif de l'infraction? La non-application de l'article 106. Qui est à l'origine des détournements massifs de la fortune publique. C'est un acte de trahison. Vous voulez me donner la preuve que c'est la non-application de cet article qui est constitué de détournements? Comment? Non, dites-moi, qu'est-ce qui peut déterminer la non-application? La fortune publique ne déclare ses biens. Je vais vous dire une chose. Il est clair dans la loi que vous ne devez pas toucher à la fortune publique, vous ne devez pas vendre la fortune publique. Mais si vous le faites, vous êtes pénalisable. On peut vous poursuivre. Mais quand tu n'as pas dit à Macron que je suis venu pour ça va dans tous les sens. Il faut vous parler de tout en même temps. On est en train de parler ici de l'article 66. Vous êtes là chez Macron ou bien chez je ne sais pas, François Mitterrand. Non. C'est comme ça que vous faites les débats. Vous mettez tout dans un même panier. Nous sommes en train de parler ici de haute trahison, qui est le seul motif par lequel le chef d'État peut être porté devant une cour et une cour d'exception. Donc, moi, je vous ai dit que donnez-moi l'acte constitutif de l'infraction qui mène à la haute trahison. Donnez-moi l'acte. Donnez-moi l'acte. Oui. Alors, que le chef d'État a posé. Oui, à la non-application, l'article 6 est à l'origine de... 66, c'est l'article 66. Oui, l'article 66 est à l'origine de la... Comment vous savez que c'est ça qui est à l'origine? Oui, c'est ça, monsieur. Comment vous le savez? Mais apportez-nous donc les éléments. Un instant, monsieur Mika, le professeur Tim Chouin... Vous m'avez encore coupé pour donner la parole au professeur. Pourquoi? Il a parlé longuement. Il voudrait juste mettre de l'eau à votre moulin. Non, il ne veut pas, je ne vais pas. Parce qu'il ne pourra jamais mettre de l'eau dans mon moulin. Moi, je le dis ici. S'il veut parler, qu'il dise tout simplement c'est quel est l'acte que le chef d'État a posé. Et justement, il va vous répondre. Constitutif d'une infraction de haute trahison. Il va vous répondre. Allez-y, professeur. Oui, monsieur Mika, je vais commencer par vous dire que vraiment l'appartenance au RDPC non, c'est pas ça. Si c'est pour ça, je vous coupe. C'est mon temps de parole. Je vous ai dit que donnez-moi un acte qui est constitutif. Non. Vous ne faites pas le procès du RDPC ou de ma personne. Ce n'est pas un débat de personne. Nous sommes en train de débattre sur le motif ou alors l'acte qui pourrait être constitutif de haute trahison. J'y reviendrai. Donnez. Mais si c'est parce qu'il n'a pas tenu le Conseil supérieur de la magistrature, moi je vous le dis non. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le fonctionnement normal. On appelle ça c'est l'administration basique. Et je vous dis et sa fonction est dotée de l'irresponsabilité politique. Allez chercher auprès de vos autres collègues et professeurs, et surtout publicistes, n'allez pas chez des privatistes qui ne comprendront pas cette notion. Ils vous diront c'est que l'irresponsabilité politique. Alors, c'est terminé avec vous, monsieur Mika. Alors, professeur Tim Chouin, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, je voudrais déjà dire, je vais terminer par là où monsieur Minka s'est arrêté pour dire que, monsieur Minka, je vous envoie faire vos enquêtes. Tous les plus grands magistrats, les plus grands juristes qui plaident devant les juridictions constitutionnelles ou administratives sont des privatistes. Hein? Et la plus grande illustration, c'est bien Robert Badinter, qui est l'icône qui a transformé le droit international des droits de l'homme en France, étant président du Conseil constitutionnel. Il était pénaliste. Et je vous rappelle que le droit civil, c'est le droit commun. Ça veut dire que c'est la base par laquelle toutes les autres peuvent émaner. Oui. Donc, vous ne pouvez pas, sur le prétexte que je ne suis pas publiciste, c'est les propos que mes collègues, quand ils n'ont pas d'argument, ils essaient toujours d'avancer. Alors, je vais vous dire, hein, je suis d'abord agrégé en droit. Vous comprenez? Et mon agrégation me confère, n'est-ce pas, Allô? Oui, nous vous écoutons, professeur. Nous vous suivons, 5 sur 5. Donc, je suis agrégé en droit. Et donc, avant de me spécialiser sur les autres branches du droit privé, j'ai d'abord fait le droit commun. Et le droit constitutionnel, c'est la première année. Donc, retenez bien ça. Alors, deuxièmement, j'étais en train de lui dire que l'appartenance au RDPC ne doit pas mettre la boue dans leur cerveau. J'ai beaucoup de respect pour un peu pudique, là, nous avons des auditeurs qui nous suivent. Un professeur agrégé ne dit pas de pareil.
Je dis que j'ai beaucoup de respect pour une collègue comme madame le professeur Viviane Ondoa, qui est du RDPC, mais qui a l'humilité de reconnaître les choses qui ne marchent pas. Monsieur Minka, je vous invite à vous inscrire à son école. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas plus patriote. Qu'est-ce qui a dit que tout marche bien? Personne n'a dit que tout marche bien, je suis désolé. Donc vous voulez... Non, vous on est sur une thématique précise qui est de la plainte contre le chef de l'État. Nous ne sommes pas là pour faire le bilan de ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait. Permettez qu'il réponde. Je reviens donc maintenant aux questions qui m'ont été posées. Alors, sur la notion de haute trahison, monsieur Minka, je vous dis encore, de ma statut de professeur, on ne peut pas partir d'une énumération pour espérer avoir une appréhension complète d'une notion. Je crois que monsieur Beyemeke, avec vous, vous a lu la définition de la haute trahison. C'est une notion suffisamment vaste, un peu comme l'enrichissement illicite. Vous comprenez? C'est des notions à contenu variable en droit, dont les illustrations peuvent être prises de toutes parts. Notez que la notion de haute trahison est d'abord une infraction politique qui permet la destitution du chef de l'État lorsque les mécanismes constitutionnels sont mobilisables, ou alors la mise en œuvre de la responsabilité du chef de l'État sur le plan pénal. Et donc, pour vous dire, vous le limitez au niveau des atteintes à la sûreté de l'État. Si vous prenez le cas de M. Lula da Silva, est-ce que vous savez comment M. Lula da Silva a perdu son premier mandat? Ou bien d'ailleurs celle qui l'a remplacé, Madame Dilma Rousseff, ou bien Jacob Zuma en Afrique du Sud. Le Brésil, c'est pas le Cameroun. Les lois évoluent selon les nations, selon le contexte. Oh! Donc ça veut dire que vous voulez avoir au Cameroun une notion spécifique de la haute. Je vous parle en tant que professeur, monsieur. Oui, mais je n'ai pas dit que vous n'êtes pas professeur. Je vous parle en tant que professeur. Écoutez-moi. Taisez-vous et écoutez. Non. Vous nous avez tenu pendant 3 semaines sur le mandat impératif. Vous là, vous professeur agrégé. Donc, vous ne pouvez pas nous dire de nous taire. Vous ne pouvez pas nous dire de nous taire. Dans un débat, vous ne pouvez pas nous dire sur un plateau. Je vous en prie. Soyez un peu modeste et humble. Ce n'est pas la loi qui a décidé au Conseil constitutionnel. Vous n'avez pas la science infuse. Non, ce n'est pas la loi qui a décidé au Conseil constitutionnel. Monsieur Minka, quand je suis dans mon domaine, je ne transige pas avec vous. Je vous demande de vous calmer et d'écouter. Je ne suis pas venu ici dans un amphi pour suivre vos cours. Je vous ai dit, donnez-moi un acte constitutif de haute trahison, chef d'État. Vous êtes incapable, vous êtes en train de tourner en boulide et rouler des mécaniques. Moi, je ne suis pas là pour apprendre de vous. Mais je voudrais que vous me prouviez que le chef d'État est en position attaquable. Ça veut dire qu'il a posé un acte constitué de haute trahison. Démontrez-nous ça ici. Et là, j'enlèverai mon chapeau. La haute trahison, Julien Bert, je le dis à l'attention de nos auditeurs, peut être considérée sur le plan politique pour entraîner la destitution du chef de l'État. Et on sait par exemple la politique, le système d'impeachment dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. En général, c'est la haute trahison qui est considérée comme les motifs d'impeachment. Vous comprenez? Donc, comme infraction politique. Et d'ailleurs, dans la définition que M. Beyemeke a lue sur votre plateau, il est bien clair que la haute trahison est d'abord une notion politique. Mais elle peut devenir une notion pénale au sens de l'article 53 de la Constitution comme une infraction qu'on peut reprocher au chef de l'État. Et je dis que on vous définit la haute trahison comme la violation de la Constitution ou bien la violation de son serment. À partir de là, monsieur Minka, comprenez donc que l'énumération ne peut pas être exhaustive. Si vous prenez donc le serment du chef de l'État qu'il a prononcé, vous prenez les attributions qui lui incombent de par les articles 5 à 8 de notre Constitution. Vous avez là une énumération des obligations du chef de l'État dont la non-mise en œuvre constitue des actes de haute trahison. Et je vous ai cité pour le plan de la jurisprudence. Alors, quelques soucis de connexion avec notre professeur Tim Chouin que nous allons reprendre dans quelques instants. Le professeur... Alors, professeur Tim Chouin, nous vous écoutons. Oui, allez-y. Oui, donc je dis, pour le plan jurisprudentiel, au-delà de la théorie, il y a des applications concrètes. Et j'invite donc M. Minka à aller chercher les motifs pour lesquels Lula da Silva avait perdu son premier mandat. Je ne fais pas du droit comparé. Je ne suis pas dans du droit comparé. Je ne faisais pas du droit comparé. J'ai dit, en l'espèce, au Cameroun, donnez-nous un acte constitutif de haute trahison du chef de l'État. Nous ne sommes pas dans le droit comparé. J'en viens, je n'ai pas terminé. C'est d'abord, je parle en tant qu'éducateur. Je fixe ça dans vos têtes. Pour que vous compreniez que la notion de haute trahison peut être vaste. Et quand vous prenez le cas de Dilma Rousseff, monsieur, est-ce qu'on vous a dit de Dilma Rousseff ou bien de Lula? On vous a dit que le Brésil était face à un problème d'insécurité. C'est des problèmes de corruption. Vous comprenez? C'est des problèmes de gestion de la fortune publique. Ainsi de suite. Donc, quand vous réduisez la haute trahison à l'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, monsieur, je dis, votre vision est purement parcellaire et ne correspond pas au contour de la notion de haute trahison telle qu'elle est appliquée partout dans le monde
y compris en France, aux États-Unis et dans tous les autres pays anglo-saxons, qui reconnaissent ce qu'on appelle l'impeachment. Maintenant, revenons aux actes de haute trahison dont vous parlez. Alors, si vous avez donc compris que la haute trahison, c'est le fait pour le chef de l'État de violer ses obligations constitutionnelles, de violer son serment. Mais M. Béhémy vous l'a dit à maintes reprises, dire qu'on allait rendre compte d'une activité concernant le fonctionnement interne d'un État à un autre chef d'État vivant. Monsieur, c'est la remise en cause de l'indépendance nationale. Violation de l'article 5 de notre Constitution. Acte de haute trahison. Retenez ça comme ça. Non. Il vous a parlé de la non-application de l'article 66. Monsieur, le prétexte que l'on avance aujourd'hui, c'est de dire que les membres de la Commission n'ont jamais été votés. Mais retenez encore, je vous le dis d'autorité. Rendre compte de quoi d'abord? Le chef de l'État, la sphère de la vie privée du chef de l'État, ça me nuise plus que celle de tout autre citoyen dans le pays. Prenez le Sénégal, prenez le Bénin. Vous allez voir que les textes de ces pays-là sont rédigés dans le même esprit que le Cameroun. Les déclarations des biens sont faites en principe sous le sceau de la confidentialité. Mais vous allez voir bien que en 2024, Diomaye Faye, lorsqu'il déclare ses biens, c'est publié dans tous les médias, dans tous les journaux. Vous comprenez? Parce qu'il s'agit du chef de l'État, qui n'a donc pas besoin d'attendre qu'une commission soit mise en place. C'est le garant de la gestion la plus transparente possible du pays. Vous avez dit, le Cameroun, parmi les autres attributions du chef de l'État, il faut bien noter, à l'article 5, il est dit que le chef de l'État est le garant du respect des traités et accords internationaux. Notez bien ça. Le Cameroun est parti à la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Le Cameroun l'a ratifié en 2011. Et c'est une convention internationale qui impose au Cameroun de mettre en place un système de déclaration des biens. C'est-à-dire que ça va en droite ligne avec l'article 66 de la Constitution. Donc, monsieur, j'ai dit, si les autres administratifs peuvent se réfugier derrière le fait que la commission n'existe pas pour ne pas déclarer, il n'en va pas de même pour le chef de l'État. Au regard des usages républicains que l'on a observés au Sénégal, pour ce qui est de Diomaye Faye, de Ibrahim Traoré, dont la déclaration des biens a été publiée partout, ou bien même de Patrice Talon au Bénin, monsieur. Donc voilà des illustrations pour vous dire que le fait de ne pas déclarer, de n'avoir pas déclaré, c'est fait en 7 mandats. Je dis que depuis que cette disposition existe, Paul Biya a fait 7 mandats après. Le fait de ne l'avoir pas fait, monsieur, est une violation constante de la Constitution. Et il suffit que l'un des devoirs constitutionnels du chef de l'État soit violé pour que le fait de haute trahison soit retenu. Et je vous ai illustré cela. La haute trahison n'a pas toujours trait à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Parce qu'au Brésil, la destitution de Dilma Rousseff ou bien de Lula da Silva n'avait rien à voir avec une question d'insécurité au Brésil, monsieur. C'était bien en rapport avec la gestion des finances publiques, avec la montée de la corruption. C'est bien de ça qu'il s'agit. Professeur, nous sommes arrivés au terme de ce programme dominical. Avant de partir, peut-être un mot. Quelle issue réservée à la plainte de l'avocat Agnan Lévis contre le chef de l'État? Je vous ai dit, sur le plan technique, vraiment, je n'ai rien à lui proposer parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un problème au niveau, il y a un double motif d'incompétence du tribunal de grande instance du FACO. Si l'ordre Mandamous est justement consacré par le dispositif juridique et judiciaire de notre pays, il y a que son champ a été restreint aux matières non administratives. Or, donc, le premier grief, c'est déjà que on est là en matière administrative et donc, quelque part, il y aura donc un problème de compétence matérielle. Mais deuxièmement, je vous ai dit, l'autorité mise en cause, c'est-à-dire le chef de l'État, est basé à Yaoundé. Et on sait qu'en matière judiciaire en général, le critère de la compétence territoriale, c'est le domicile de la partie défenderesse, même si c'est une procédure gracieuse. Je pourrais revenir là-dessus plus tard. Et puis, les actions qu'on lui demande de prendre doivent être prises à Yaoundé. Et donc, si même cette affaire relevait du tribunal de grande instance, la juridiction compétente aurait été celle du tribunal de grande instance du Fouti. Donc, vous voyez que ces deux éléments réunis, pour moi, il n'y a pas d'issue. Le juge, je ne serais pas surpris que le juge se déclare incompétent. Et cela ne sera pas une incompétence au sens du Conseil constitutionnel. N'est-ce pas, qui nous déçoit plus que le Conseil, plus que la Cour suprême qui a exercé ses fonctions en temps. Ce serait véritablement du droit. Maintenant, dire que le chef de l'État n'est pas coupable de haute trahison, non, je dis, c'est une fuite en avant. Les actes de haute trahison du chef de l'État sont multiples. Et je rappelle encore à l'adresse des auditeurs et de M. Mikaki avec nous que la haute trahison ne se résume pas aux problèmes de sécurité. Et la jurisprudence internationale que j'ai citée abondamment vous permet de voir que
les problèmes de corruption, les problèmes de non-transparence, n'est-ce pas, sont des motifs de destitution au titre de la haute trahison sur le plan politique et sur le plan judiciaire. Cela peut mobiliser la mise en œuvre des poursuites pénales, mais au Cameroun, tout cela est bloqué par le fait que la haute cour de justice, qui est la seule compétente au regard de notre article 53, n'existe pas, et le mécanisme de mobilisation de la poursuite qui implique dans les députés n'offre pas beaucoup de garanties au regard de la discipline partisane qui caractérise la majorité obèse qui est présente aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau du Sénat. Merci. Merci beaucoup, professeur. La majorité obèse est mal acquise du RDPC. Nous aurons attendu que le professeur nous sorte un texte qui vient libeller ce qui est dans le contenu de la haute trahison. Il ne l'a pas donné. Si, il a on a lu le... Si. Peut-être que vous avez les oreilles bouchées. Il n'y a aucun texte au Cameroun. Parce que le Cameroun est encadré par les textes. Ce n'est pas dans l'IA. Mais je vous dis donc qu'il n'y a aucun texte qui nous donne le contenu de la haute trahison au Cameroun. Bon, très bien. Voilà, donc, mais de manière générale, nous savons que la haute trahison porte sur des questions de sécurité. Tu crois que vous avez lu ça? Tu crois que vous tenez ces propos? Oui, mais je vous dis. Vous me dites comment? Là, c'est des actes qui portent atteinte à la souveraineté. Non, attendez. Là, c'est votre définition. C'est votre définition. C'est donc la mienne. Le détenteur de la science juridique vient de... Ce que je parle là, c'est... Non, vous n'avez pas laissé ça. Le détenteur de la science juridique... Il n'était aucune science. Si, il en a. Il a prouvé ses limites. Sur le mandat impératif. Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour le dire, monsieur. Vous ne pouvez pas dire que le Conseil constitutionnel vient nous donner une leçon de sciences politiques. Le Conseil constitutionnel n'est pas juridique. Le Conseil constitutionnel n'est pas juridique. Le Conseil constitutionnel est politique. Pour ma part, et pour clôturer, tant qu'il n'y a pas un texte qui nous donne le contenu de haute trahison, je crois que ce débat-ci que nous tenons aujourd'hui peut avoir une issue favorable. Mais les institutions, comme vous l'avez si bien dit, sont en train d'être mises en place, comme celles que vous avez si bien citées. Et nous pensons que même la haute commission sera mise en place et les membres qui constituent cette cour vont être nommés. Et que le processus démocratique continue son bon chemin, comme le chef d'État. Avant votre arrivée, monsieur Lucas, juste une seconde, madame. Allez-y. Dès l'entame de mon premier propos, il avait précisé qu'aucun magistrat au Cameroun, qu'il soit juge de première instance ou de la Cour suprême, peut convoquer le président Biya. Même quand il a raison ou bien quand il a raison. Mais ils n'ont pas qualité. Parce que nous sommes dans une dictature. Ils n'ont pas qualité. Parce que nous sommes dans une dictature. Oui, c'est comme ça que la configuration de notre justice, c'est comme ça. Et que si tant de l'eau faire, on va... Ne parlez pas des choses de quartier. On vous dit qu'un magistrat doit avoir qualité à poser un acte. Nous sommes en train de convoquer. Nous sommes en train de se querer. Non, mais vous parlez des choses qui ne sont pas censées. Nous sommes arrivés au terme. Aucun magistrat ne peut convoquer. Aucun magistrat ne peut le convoquer. Aucun magistrat ne peut le convoquer. On vient de voir. Attendez donc quand la Cour de justice sera mise sur pied. Quand la Cour de justice sera mise sur pied, il ne sera pas convoqué. En cas d'infraction, il sera convoqué. Quand vous avez qualité, vous pouvez le convoquer. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce programme dominical, une semaine, un dimanche. Je vous en prie, monsieur Mika, l'émission est terminée. Nous sommes arrivés au terme de ce programme, une semaine, un dimanche, de ce dimanche 22 février 2026. La réalisation est assurée des mains de maître de Pierre Loti. À ce micro de présentation, je suis Julienne Bert-Bissay. Donnons-nous rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 12h30. Inch'Allah.